il est tellement imposant qu'à un moment donné, il va faire basculer la planète Mars. Savant sachant chercher. Un podcast Science Infuse. So I hope your podcast has passion. Lilou Dallas, multipass. Bienvenue dans Savant sachant chercher. Notre invité Sylvain Boulet vous emmène sur Mars. Eau, vie, mystérieux méthane, continent caché et désaxement de planètes. On monte au 3e, d'accord ? Très bien. Moi, j'étudie tout simplement les surfaces des planètes. Fermeture, sens montant. Qui nous permettent tout simplement de mieux comprendre l'histoire primitive des planètes et un peu mieux de comprendre l'histoire primitive de la Terre. Donc c'est quoi déjà l'acronyme où on est là ? C'est l'IMCCE. CCE. Alors ici on est à l'IMCCE qui est l'Institut de mécanique céleste et du calcul des éphémérides qui est situé à l'Observatoire de Paris. Ouverture. Je suis chercheur associé ici, mais je suis aussi maître de conférence à l'Université Paris-Saclay. Et mon laboratoire, il s'appelle Géosciences Paris Sud, qui est un laboratoire plutôt de géologie. Donc voilà, je suis un peu entre un laboratoire d'astronomie et un laboratoire de géologie. On demande toujours deux choses à nos invités pour démarrer. C'est est-ce que tu aurais un surnom dans le labo ou une réputation un peu particulière ? Alors là, attends, il faut que je réfléchisse 5 minutes. Là. Ça, je peux pas tout dire non plus, tu vois. On dit dans le labo, c'est pas... Non, surnom, quelqu'un qui voyage pas mal. Donc effectivement, je suis au labo, mais je suis souvent à droite et à gauche. Le sac à dos. Voilà, le sac à dos. Ok. Et le sujet de... Qu'est-ce que tu dis quand tu veux briller en société ? On s'en recherche. Je suis docteur des planètes. Pas mal. Par le pouvoir de la vérité, j'ai de mon vivant conquis l'univers. Devise personnelle. C'est de Faust. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour contextualiser un peu, donc tu m'arrêtes si je dis des conneries, évidemment. La planète Mars, donc c'est environ 4,6 milliards d'années. C'est à peu près comme la Terre. Pour donner une idée, un jour martien, c'est à peine plus long qu'un jour sur Terre. Température moyenne, j'ai appris que c'était de moins 65 degrés. Et l'atmosphère y est composée en grande partie de dioxyde de carbone et d'argon. Donc, il faudrait une bonne doudoune et un masque d'oxygène, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ok. Bon. Alors j'ai une petite vision personnelle un peu de Mars suite à quand on s'est parlé. Je la vois comme une planète morte qui a gardé en mémoire les traces des événements du tout début de l'univers, tandis que la Terre serait un peu une planète plus amnésique et qui a effacé justement ce lointain passé avec la tectonique des plaques. Donc ici, quand je parle du passé, donc je parle vraiment du premier milliard d'années de l'existence de notre univers. Et que donc s'intéresser à Mars, enquêter sur Mars, et notamment ces cratères qui sont restés, c'est regarder dans ce passé qui n'est plus marqué sur Terre. Alors est-ce que cette vision un petit peu romanesque... T'as tout compris, c'est parfait. C'est pour ça qu'on va voir Mars, effectivement. Notamment, premièrement, Mars est quand même, il faut le dire, la planète la plus proche avec Vénus de la planète Terre. Donc c'est quand même les planètes pratique. Les plus faciles où a le côté pratique. Et puis effectivement, quand on a découvert les surfaces, alors on ne s'attendait pas vraiment à ça, que ça soit la planète Mars. Quand on y est allé, on pensait qu'on allait vraiment découvrir une planète qui pouvait ressembler peut-être à un peu plus à la Terre et notamment trouver encore de l'eau liquide qui coulait. Donc on a trouvé cette planète complètement asséchée et effectivement, plus on a étudié, plus on s'est rendu compte qu'elle était composée de terrains très anciens et que tous les événements qui s'étaient déroulés, c'était des événements très, très vieux. Donc voilà, on a accès, c'est un livre ouvert sur ce premier milliard d'années, il y a 4 milliards d'années. Ouais, parce que dans l'idée, le cratère, la différence entre le cratère le plus vieux sur Terre et le cratère le plus vieux sur Mars... Ouais, c'est ça. Différence, quoi. Ouais, et puis on n'a pas beaucoup de cratères. Sur Terre, on a 200 cratères. Le plus vieux, il a 2 milliards d'années, voilà. Et sur Mars, en fait, c'est blindé de cratères. Il y a des millions de cratères. Et effectivement, là, on a accès au bombardement vraiment primitif autour de 4 milliards d'années. Et puis, par la suite, en fait, puisque comme la surface n'a pas été renouvelée, voilà, on a accès à toute cette histoire qui a de plus de 4 milliards d'années. Du Big Bang jusqu'à aujourd'hui, pratiquement. Alors, pas du Big Bang, attention. Le Big Bang, c'était à 13,8 milliards d'années. Donc là, c'est la formation de l'univers. La formation du système solaire, c'est 4,56 milliards d'années. Et la planète Mars, elle a commencé à ressembler à peu près à la planète Mars autour de 4,5 milliards d'années. D'accord. Martiens. Ça, je vais leur en donner des martiens. On va faire un point tectonique des plaques pour perdre personne. C'est donc, est-ce que tu peux
Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est que la tectonique des plaques sur Terre, qu'il n'y a plus sur Mars? Sur Terre, en fait, on est sur une planète qui est encore active d'un point de vue géologique, c'est-à-dire qu'on a, on a un noyau, on a encore un noyau liquide, il va y avoir aussi une convection mantélique, c'est-à-dire que il va y avoir des mouvements dans le manteau qui vont faire bouger en fait la croûte, et cette croûte, finalement, depuis effectivement des milliards d'années, c'est morcelé en plein de morceaux, et ces morceaux se rentrent dedans, s'étirent, etc. Donc régulièrement, on a de la nouvelle croûte qui est en train de se former. Et donc finalement, aujourd'hui sur Terre, on a des terrains plutôt récents. Si on prend l'exemple de l'océan Atlantique, il a moins de 200 millions d'années. Et 200 millions d'années, c'est rien à l'échelle géologique. C'est hier. Et voilà, exactement. et on a 70% de la surface de la Terre qui correspond à des océans. Donc finalement, on a accès à très peu de terrains très anciens sur Terre à cause de la tectonique des plaques. Contrairement à sur Mars où... Sur Mars, en tout cas, après 4 milliards d'années, en fait, on a gardé ces terrains qui ont été conservés parce qu'effectivement, il n'y a pas de processus global de resurfaçage. Donc, il n'y a pas de cette tectonique des plaques sur Mars, en tout cas, pas durant les 4 derniers milliards d'années. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a gardé ces terrains très anciens, si ce n'est qu'il y a des impacts, de l'érosion, etc. Mais on n'a pas eu ce renouvellement de la surface. Pierre ? Présent. Pierre ? Présent. Pierre ? Présente. Pierre ? Présente. Merde, j'ai plus de pierre, qu'est-ce qu'on fait? Alors du coup, comment est-ce qu'on étudie les roches, la structure d'une planète quand on peut pas s'y rendre? Concrètement, comment on fait? Les missions spatiales, en fait, le spatial en général a révolutionné effectivement la planétologie. En fait, avant les premières missions dans les années 60, on ne savait pas à quoi ressemblaient les surfaces des planètes. Et avec les premières missions, notamment Mariner ou les missions soviétiques, pour la première fois, on se rendait sur place et on a pu imager la surface des planètes. La première fois, c'était dans les années 60 sur Mars? C'est ça, les premières missions, c'est la mission Mariner 4. Et on est effectivement au début des années 60. Et donc c'est effectivement ce qui va nous apporter de la matière première pour nous planétologues. Et donc là, on a ramené des... Alors en fait, les satellites, c'est comme des satellites qui tournent autour de la Terre, sauf qu'on va installer des satellites autour de la planète Mars, et ces satellites vont prendre des photos et vont nous les envoyer sur Terre. Alors évidemment, pendant longtemps, c'était que des photos, c'est-à-dire de l'imagerie pour voir, pour essayer d'étudier la morphologie en fait de la planète. Et puis à la fin des années 90, début des années 2000, on a eu de plus en plus de données autres que de l'imagerie, notamment de la spectroscopie qui nous permet d'avoir tout simplement la minéralogie de surface, des informations sur la surface, mais aussi la topographie, aussi la gravimétrie qui nous permet d'avoir la structure interne, on va dire, de la croûte. Donc tout ça, aujourd'hui, on arrive à envoyer même des sismomètres qui nous permettent peut-être de scruter l'intérieur de la planète Mars. Donc tout ce qu'on fait sur Terre, on arrive à le faire sur Mars, en fait, aujourd'hui. Waouh, ok. Ça serait quand même pas mal d'être sur place. Tu dirais pas non. Non, c'est clair. Ce qui nous manque, c'est cette réalité terrain, c'est-à-dire qu'effectivement, grâce à l'imagerie, quand même, on arrive sur Mars, à avoir presque plus d'informations qu'on a sur Terre parce qu'on n'a pas de végétation, on n'a rien de tout ça. Et donc, effectivement, on a accès directement à la surface depuis l'orbite martienne. C'est dégagé. Et on arrive à avoir cette réalité in situ grâce au rover qu'on envoie. Mais on s'est posé quelques fois. Il y a à peu près 7 fois à la surface de la planète. Et évidemment, si on se posait que 7 fois à 7 endroits différents sur Terre, on n'arriverait pas à retracer l'histoire géologique de la Terre. Donc, il nous faudrait beaucoup plus. Et on a besoin, effectivement, un jour d'aller se rendre sur place pour véritablement étudier in situ la planète Mars. En agrandissant ce très joli cliché, comme l'avez souligné, on obtient ceci. Bah dis donc, mais c'est formidable. Ah oui, c'est comme ça le satellite aujourd'hui. Je suis sûr qu'on va dire la même chose. Ouais, vas-y. Non, c'est vrai que ce qui nous avait étonné quand tu nous avais montré des exemples la dernière fois, c'est que tu allais tout simplement sur Google Earth au départ, ce qui nous a beaucoup étonné avant de trouver d'autres données, mais c'est pour une zone éventuellement d'intérêt, c'est vraiment par là que tu passes. En fait, pas que Google Earth, en fait, c'est simplement comment avoir accès le plus simplement aux images. On a de la chance aujourd'hui, c'est que les agences spatiales, et notamment la NASA ou l'Agence spatiale européenne, donnent accès aux images. Et ça, c'est une chance pour tout le monde, parce qu'on peut facilement aller se balader, c'est pas connu. Et effectivement, Google Earth, c'est un outil fantastique pour se balader sur Terre. Les géologues font la même chose sur
Terre. Et sur Mars, voilà, on a accès à toutes ces données très simplement et on peut aller se balader pour justement pouvoir essayer de commencer à regarder les endroits d'intérêt et voilà, se balader en fait. Et c'est comme ça qu'ils ont vu qu'il y avait de l'eau ou qu'il y avait eu de l'eau. Est-ce qu'il y en a toujours déjà ? Alors, comme ça, pas grâce à Google Earth, on va dire. En fait, l'eau, on s'est rendu compte vraiment très vite. Quand les premières missions sont arrivées dans les années 60, en fait, on a tout de suite photographié rapidement des lits de rivières asséchés. Donc, dès le début, on s'est dit, OK, Mars est sec, mais il y a eu de l'eau liquide qui a coulé à la surface de Mars. Donc, il y a deux choses, en fait. Il y a l'eau passée, c'est-à-dire le premier milliard d'années, la présence d'anciennes rivières, de lacs, d'océans, et aujourd'hui, l'eau actuelle. Il n'y a plus d'eau liquide. La planète Mars, en fait, elle a une pression atmosphérique trop faible pour avoir de l'eau liquide à sa surface. Donc, aujourd'hui, on a encore de l'eau, mais de l'eau sous forme de glace. Donc, elle est soit enterrée, en fait, dans le sous-sol, dans les lacs souterrains. Voilà, ou alors elle est aussi dans la glace, puisqu'on a de la glace d'eau au niveau des calottes polaires. Et donc, comment, en fait, on sait qu'il y a de l'eau ? Premièrement, par ces morphologies qui ressemblent finalement à celles qu'on observe sur Terre. Donc, un lit de rivière sur Mars, ça ressemble à un lit de rivière sur Terre. Okay. Et puis, grâce notamment à la spectroscopie de surface, qu'on a effectivement, avec les différentes sondes, pu voir la signature spectrale de l'eau, en fait, au niveau des pôles. Et puis, pareil, on a posé un petit robot aussi en 2008 qui s'appelle Phoenix. Lui, il s'est mis à creuser et au bout de quelques centimètres, il a vu de la glace d'eau dans les premiers centimètres de la planète Mars. D'accord. Il y a plein de faisceaux directs et dans les années 2000, en fait, quelque chose qui a été une grande découverte, notamment fait par un spectromètre qui s'appelle Omega, qui est la sonde Mars Express, une mission européenne, et un instrument justement qui a été fabriqué à Orsay. Et ce spectromètre a découvert ce qu'on appelle des minéraux hydratés. En fait, vous connaissez tous l'argile, le smecta par exemple. Le smecta, c'est quoi ? Voilà, exactement. C'est tout con. En fait, vous avez une roche volcanique. Si vous mettez plein de flotte, la roche volcanique va s'altérer en argile, en fait, en smecta notamment. C'est un des argiles que tout le monde connaît. Et en fait, à partir de la mission Mars Express, pour la première fois, en fait, grâce à la spectro, on a découvert des signatures de minéraux hydratés sur Mars. Et cette signature montrait que tout simplement, il y avait eu beaucoup d'eau qui avait coulé et qui avait altéré les roches volcaniques en roches en minéraux hydratés, notamment en argile. Parce que tu nous parlais même de tsunami, si je ne me trompe pas. Ouais, alors ça c'est aussi ça c'est plutôt effectivement d'un point de vue morphologie, on a vu des choses assez sensationnelles, notamment des espèces de dépôts qui arrivent à remonter les pentes sur Terre, des dépôts qui remontent les pentes, ça n'existe pas à moins d'avoir énormément d'énergie. Et le processus qu'on connaît, vers lequel on est allé, c'est le tsunami. Et donc effectivement, à la limite des terrains de l'hémisphère nord et sud sur Mars, on a vu ces dépôts qui remonter sur les plateaux et après avec des modèles on a pu montrer justement qu'un cratère d'impact dans un océan pouvait provoquer un tsunami et provoquer des vagues qui remontaient les pentes sur les dépôts. Et ça on sait le dater ? Alors, on arrive à peu près à le dater, effectivement. Alors, on le date pas comme une roche sur Terre. Ça, c'est important. C'est-à-dire que sur Terre, on a cette faculté de pouvoir aller sur le terrain et certaines roches qu'on va pouvoir dater grâce notamment aux méthodes radioactives, des éléments radioactifs. Et on va donc avoir un âge absolu. Sur Mars, on va utiliser... on n'a pas moyen d'aller chercher le caillou, donc on va utiliser les cratères. Et en fait, globalement, sur n'importe quelle surface planétaire, plus une surface est vieille, plus elle est cratérisée. Et donc, grâce aux missions Apollo, on a pu calibrer des lois qui nous permettent de donner des âges à partir de la densité de cratères. Et effectivement, si on observe un dépôt de tsunami, on va compter le nombre de cratères dessus et ça va nous donner une estimation de l'âge à laquelle s'est formé ce dépôt. Donc ça, c'est valable pour tous les processus sur Mars. On va pouvoir justement trier par ordre chronologique en comptant les cratères. Et on va pouvoir voir du coup quels sont les plus vieux, les plus récents, mais aussi ceux qui sont contemporains et retracer ainsi l'histoire géologique de la planète. De l'eau! De l'eau, vite! De l'eau! De l'eau! J'aime le bruit blanc de l'eau. Parce que c'est peut-être bête à dire, mais il n'y a jamais aucune roche martienne qui est revenue
Alors, on a accès aux météorites martiennes. Ouais. Donc, les météorites martiennes, c'est super parce qu'on a accès à ces cailloux. Comment on sait qu'elles sont passées par... En fait, globalement, chaque météorite va avoir une espèce de carte d'identité chimique, et notamment liée aux isotopes de l'oxygène. Si vous prenez une roche terrestre, une roche lunaire, une roche venue des astéroïdes ou de Mars, elles vont toutes avoir une carte d'identité chimique différente. D'accord. Comme on est allé sur la Lune et sur Mars, on a pu mesurer les roches in situ et connaître leur carte d'identité chimique. Donc, si on trouve une météorite qui a une carte d'identité bizarre, on va la comparer à ce qu'on connaît. Et effectivement, il y a des météorites qui viennent de Mars, qu'on a identifiées comme telles. Par contre, on est capable de les étudier, de les dater, mais on ne sait pas d'où elles viennent. C'est comme si un Martien récupérait un morceau de la forêt de Fontainebleau. Si on lui disait, tu as une roche venue de la forêt de Fontainebleau, vas-y, raconte l'histoire de la planète Mars, sans savoir que ça vient de la forêt de Fontainebleau. Il va pouvoir raconter tout et n'importe quoi. Donc c'est évidemment important d'avoir le caillou et sa provenance. Et ça, c'est ce qui manque sur Mars actuellement. En parlant de l'eau, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait eu ou qu'il y ait encore des formes de vie sur Mars ? C'est un petit peu le leitmotiv de toutes les missions planétaires. C'est-à-dire que la NASA, c'est follow the water, c'est parce qu'on imagine que là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Sur Terre, c'est plutôt vrai, même s'il y a des endroits où il y a de l'eau et on n'a pas toujours de la vie, ou en tout cas de la vie donc qu'est-ce que la vie est aussi la question. Voilà, c'est ça, exactement. Alors évidemment, je ne suis pas exobiologiste, donc moi je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que c'est quand même une des motivations aujourd'hui. On cherche sur Mars, évidemment, pourquoi on s'excite, parce que on sait qu'il y a 3,5 milliards d'années, 4 milliards d'années, la planète Mars ressemblait à peu de choses près à la Terre, qui avait des océans, des rivières, des lacs, qui avait une atmosphère qui était beaucoup plus importante que celle d'aujourd'hui, avec des températures qui pouvaient ressembler à celles de la Terre. Donc pourquoi ça s'est arrêté d'ailleurs ? On ne sait pas. Alors, il y a deux choses. Il y a pourquoi c'est apparu déjà, parce que sur Terre, on sait que la vie est apparue autour de 3,8 milliards d'années, mais on ne sait pas pourquoi. Sur Terre, après, la Terre a continué à conserver son atmosphère. Ça, c'est la grosse différence avec la planète Mars, c'est que la Terre a conservé son atmosphère. Il y a eu du CO2, il y a l'oxygène qui est apparu aussi. Tout ça a fait qu'on a eu une atmosphère qui s'est développée, mais qui a été bonne pour la vie. C'est aussi une condition pour la vie. Exactement. D'accord. La vie qu'on connaît. Et sur Mars, en fait, la planète Mars, soit elle était trop petite, soit elle a connu des événements géologiques qui a fait qu'elle a perdu son atmosphère. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est morte d'ailleurs. C'est ça, c'est que en fait l'atmosphère martienne ressemblait peut-être celle à la Terre, mais en fait, comme je vous l'ai dit au début, c'est que pour par exemple avoir de l'eau liquide à la surface, il faut une atmosphère importante. En fait, dès qu'elle est trop tenue, comme ce qu'on observe aujourd'hui, eh bien l'eau ne peut plus exister. Si demain vous allez sur Mars, eh bien votre eau liquide de votre corps, en fait, va tout de suite se vaporiser. La phase liquide n'existe pas. Vous avez seulement la phase glacée ou la phase vapeur. Et donc, en fait, vous ne passerez pas par ce stade liquide. Et donc ça, évidemment, c'est un problème. Et c'est ce qui a dû se passer, c'est que l'atmosphère a disparu. Et donc, effectivement, l'eau liquide a disparu et peut-être la vie par conséquent. On sait qu'il va y avoir, qu'il y a des futures missions qui sont programmées. Est-ce que toi, tu sais ce que ça va te permettre d'avoir comme futures données, différentes données ou juste plus de données ? Alors, il y a deux choses. C'est qu'aujourd'hui, on a eu, sur les 20 dernières années, on a eu énormément de missions orbitales qui ont amené énormément de données globales de la planète, de l'imagerie, la spectro, de la gravie, magnétisme, etc. Et aujourd'hui, finalement... Et principalement en surface. En surface, oui. Et les missions actuelles tendent d'essayer plutôt à développer des missions in situ, c'est-à-dire que en 2020, on va lancer 2 missions, la mission ExoMars et la mission Mars 2020, pour l'instant, qui n'a pas de nom spécifique. Et ces 2 missions, ce sont 2 rovers qui vont aller se balader à la surface et qui vont aller justement étudier des sites qu'on a pu cibler grâce aux données orbitales. Et on pense que sur ces 2 sites, potentiellement, il y a
eu de l'eau qui a coulé et il y aurait pu avoir de la vie qui est apparue. Donc on va véritablement essayer de chercher cette vie. Parce qu'avant on y allait un peu... on a toujours essayé de trouver au mieux les endroits les plus intéressants, mais c'est vrai que on n'avait pas forcément les meilleures données à chaque fois. Là aujourd'hui les données orbitales sont de plus en plus précises, donc on arrive de mieux en mieux à caractériser les sites d'atterrissage et donc effectivement on va pouvoir aller sur place, aller évidemment étudier les roches et puis pour la première fois ExoMars va pouvoir être capable aussi de forer. Donc ça c'est intéressant parce que on le sait, sur Mars la surface est complètement stérilisée, notamment par tout ce qui est les rayons cosmiques et en fait donc à la surface pour trouver de la vie là, il va falloir vraiment être patient, enfin on trouvera pas, alors que effectivement si on va forer à 2-3 mètres de profondeur, peut-être qu'on aura des surprises en profondeur. Je dis bien peut-être, ça sera peut-être, on trouvera peut-être rien, mais en tout cas voilà, c'est aujourd'hui les futures missions. Il y a les missions aussi de préparation d'échantillons. On veut ramener des échantillons de Mars parce que ça c'est voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, les météorites on ne sait pas d'où elles viennent, donc on veut récupérer un morceau de caillou dont on connaît la provenance, on la ramène, on va pouvoir la dater, on va pouvoir vraiment l'étudier. Comme on a fait pour la Lune. Exactement, avec tous les instruments qu'on a sur Terre. Okay. Et petite question forage, aujourd'hui on a foré jusqu'à combien au maximum sur Mars ? Là c'est quelques centimètres, là il y avait une petite foreuse associée avec la mission InSight qui devait pénétrer à 5 mètres de profondeur et pour l'instant ils n'y arrivent pas, là ça bug et donc voilà. Alors après c'était pas vraiment un foreur une carotte comme ça sera utilisé à ExoMars, c'était plutôt un espèce de pénétrateur qui devait provoquer des vibrations et rentrer au fur et à mesure et ça n'a pas l'air de marcher pour l'instant trop. Peut-être qu'ils y arriveront parce que voilà, on a des problèmes avec le sol et aller creuser alors qu'on ne sait pas du tout dans quoi on va creuser, ça c'est toujours problématique. Donc on n'a pas encore touché un lac souterrain Non, alors ça, on a d'autres données pour essayer de voir justement si on a aussi les données radar qui nous permettent de voir en profondeur. Donc il y a cette probabilité non nulle qu'il y ait des poches d'eau aussi, d'eau liquide en profondeur. Ça peut exister, mais voilà, avant d'y aller faire un tour. Et qui dit eau liquide voilà. Ils sont où les Martiens ? 3 petits points. On va passer à la rafale de questions. Donc autour de la planète Mars, forcément. La grosse contre-vérité que tu entends souvent sur Mars. Il faut être rapide. Il y a des Martiens, qu'il y a des Martiens à la surface. Pourquoi ça s'appelle Mars ? C'est le dieu de la guerre, donc en fait, voilà, elle est rouge, c'est le dieu de la guerre, rouge. En fait, tout simplement dans le ciel, on la voyait bien rouge, donc Arès et Mars, voilà, le dieu de la guerre, le sang. On peut la voir d'ailleurs à l'œil nu. Ouais, on peut la voir régulièrement. En fait, comme Mars fait un tour pendant que la Terre en fait 2, donc on voit Mars plutôt tous les 2 ans, en fait. Ah, ok. Demain matin, on te met dans une capsule. Tu mettrais combien de temps pour arriver sur Mars ? Moi, pas longtemps, mais dans 6 à 9 mois à peu près. Si on maintenant avec la technologie actuelle. De partir, voilà. Évidemment, on aimerait bien un peu moins, mais aujourd'hui, ça serait ça. Est-ce que tu penses qu'on vivra un jour sur Mars ? Vivra, j'y crois pas trop. Enfin, ça dépend en qui, en fait. Si c'est pour des missions d'exploration, il y aura peut-être quelques personnes qui iront pendant longtemps, pendant quelques années. Mais coloniser Mars, j'y crois moyennement. Aujourd'hui, voilà, on le voit bien, c'est une planète complètement hostile. Donc, c'est sympa d'aller faire un tour, aller explorer parce qu'on a besoin de ça. Mais voilà, aller y vivre, c'est quand même pas super funky, quoi. Est-ce qu'on sait ce qu'il y a au cœur de la planète Mars ? On sait qu'il y a un noyau, en tout cas, un noyau composé de fer, comme sur Terre. On ne sait pas vraiment la taille. C'est pour ça qu'on a envoyé un sismomètre. La mission InSight a pour but justement d'essayer de comprendre la structure interne de la planète Mars et de contraindre un peu mieux ça. Pronostic, combien d'années avant de trouver des traces de vie sur Mars ? Dans 2 ans. Dans 2 ans, on trouve. Il faut être optimiste. C'est noté. Et du coup, la dernière, ils ressemblent à quoi les Martiens ? C'est des petites bestioles qui rampent, voilà, juste, mais toutes petites, des petites bactéries. Il n'y a pas de petits bonhommes verts, mais juste des petites bestioles qui... Ça serait déjà fou de voir ça. Ouais, ça serait déjà fou. Ouais, c'est clair. De près, tu as un visage de Martien. Oui, c'est parce que je suis sur la Lune. Et la Lune dans tout ça, est-ce que regarder ces cratères, ça suffisait pas à avoir des informations ? Suffisait pour... Dans l'idée, c'est dire... C'est pas moi qui ai créé ce que je veux dire, c'est qu'on a vendu Mars comme une planète qui a pas de tectonique des plaques et qui garde la mémoire.
Alors la Lune n'est pas une planète, mais elle a quand même un certain nombre de cratères. Qu'est-ce qui faisait que c'était pas suffisant? Pourquoi on est allé jusque Mars? Parce que en fait, la Lune, c'est un astre qui a évidemment une histoire géologique, certes, mais qui a pas eu d'atmosphère, il s'est pas passé grand-chose à la surface de la Lune, à part du volcanisme et de la cratérisation. Sur Mars, en fait, on a eu toute l'histoire primitive de la Terre, on la retrouve sur Mars, donc évidemment, il se passe plein de choses. C'est peut-être pas super facile d'y répondre, mais quelles sont les grosses informations qu'on a tirées de Mars? Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait appris sur nous, la planète, l'univers? La première chose, c'est que il existe des planètes qui ressemblaient à la planète Terre, en fait. C'est le début de la théorie des exoplanètes, ce genre c'est-à-dire qu'à une époque, on pensait que toutes les planètes se ressemblaient, qu'elles ressemblaient peut-être à la planète Terre. Finalement, quand on voit la Lune, on voit bien qu'elle ne ressemble pas à la Terre. Et puis, c'est vrai que, en voyant Mars, on s'est rendu compte que c'était une planète qui avait une histoire un peu similaire, même si elle est complètement différente. Mais en tout cas, c'est ce qui a été vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. S'il y a un endroit où on peut trouver de la vie sur Mars, dans le système solaire, c'est peut-être sur Mars. Et aujourd'hui, de la vie, on n'en connaît que sur Terre. Si on en trouve sur Mars, ça sera la plus grosse découverte. C'est-à-dire qu'on passera à une planète, à 2 planètes. Et ça serait énorme. Et effectivement, c'est l'endroit vraiment à côté, donc, où aller chercher sur Mars. Donc, ce sera peut-être le next step, en fait, de se dire, il y a de la vie juste à côté de chez nous, donc il peut peut-être y en avoir partout. Si vraiment l'eau est reliée à la vie, ce qui peut être mis en cause aussi, mais c'est que l'eau, il y en a partout, effectivement. Quelles sont les conditions pour former de la vie avec de l'eau et qu'est-ce qu'il faut pour la maintenir? Ça, aujourd'hui, on n'a pas les réponses, mais c'est vrai que on essaie d'aller aux endroits où il y a de l'eau, donc il y a de l'eau effectivement sur Mars, mais il y en a aussi sur les lunes glacées de Jupiter ou de Saturne ou ailleurs. Donc peut-être qu'elle est présente, mais il va falloir savoir quoi chercher. C'est pas si simple en fait. Oui, bien sûr. Et même sur Terre, trouver de la vie fossile, c'est extrêmement compliqué. Du coup, avant de passer à tes recherches, on va faire un petit mot sur un phénomène qui, à ma connaissance, n'est pas résolu sur Mars. On a observé depuis quelque temps que le sol rejetait du méthane. Est-ce que tu as un scoop là-dessus à révéler? Non, j'ai pas de scoop malheureusement, mais ça reste toujours un mystère. C'est-à-dire qu'effectivement, que ça soit le robot Curiosity a fait des mesures effectivement régulières où on voit des libérations de méthane. On a envoyé une sonde aussi qui essaye de localiser l'endroit d'émission de méthane et pour l'instant, on ne sait pas. On pense que ce méthane on voit bien qu'il y a des libérations brutales. De temps en temps, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire qu'il y a une source de méthane quelque part, mais on ne sait pas. Ça semble être saisonnier. Il y a eu des études qui ont semblé montrer que ça pouvait être saisonnier. Et donc, d'où vient cette libération de méthane? Ça, c'est une grande question. Est-ce que c'est un cratère qui déstabilise une source de méthane en profondeur? Est-ce que c'est un glissement de terrain qui va laisser passer? Est-ce qu'il y a du volcanisme? Est-ce qu'il y a de la vie? Ça, c'est aujourd'hui, c'est assez excitant. C'est vrai que la communauté aime bien, se pose pas mal de questions. Et aujourd'hui, pour l'instant, on en est là, quoi. Parce que sur Terre, un rejet de méthane comme ça peut vouloir dire... Ouais, en fait, l'activité, le méthane est souvent relié effectivement à une activité biologique. Et en fait, c'est pas l'unique source. La géologie peut faire aussi du méthane, mais c'est vrai que sur Terre, c'est ce qu'on connaît de mieux. Et évidemment, on s'excite un peu parce que c'est relié à la vie. Peut-être un indice. Voilà, mais voilà. Donc aujourd'hui, il y a d'autres possibilités, mais il faut trouver la réponse. Eh bien, passons à tes recherches. Donc, qu'est-ce qui a été un déclencheur pour toi? Qu'est-ce qui a fait que tu es allé vers la science et vers les planètes? Et en fait, j'ai voulu devenir astronaute et puis après j'avais eu la chance d'avoir une petite lunette astronomique quand j'étais gamin. J'ai commencé à regarder, ça marchait pas, j'y arrivais pas. Et puis finalement, j'ai eu la chance quand même d'habiter à côté d'un observatoire astronomique à 5 km qui s'appelle l'Uranoscope de l'Île-de-France à Gretz-Sarmavilliers. Et du coup, pendant toute mon adolescence, tous les vendredis et samedis soirs, j'allais à l'observatoire et j'ai eu la chance de rencontrer plein d'astronomes puisque tous les mois il y avait des conférences et du coup, j'en profitais pour discuter
discuter. C'est vrai que je pense que voilà, il n'y a pas photo, c'est ce qui m'a motivé par la suite à faire de la recherche, quoi. Ça fait un moment que tu as la tête dans les étoiles, quoi. Ouais, c'est ça, depuis l'âge à peu près de 7-8 ans. Et puis après, voilà, je suis rentré à l'Uranoscope quand j'avais 11-12 ans. Donc c'est quelque chose qui s'est imprégné. Donc on va s'intéresser principalement à 2 découvertes sur lesquelles tu as travaillé. Donc un basculement de planète et un continent, mais j'en dis pas plus. Mais avant ça, on voulait te demander si tu avais une anecdote amusante qui t'était arrivée dans le cadre de tes recherches. J'ai organisé une mission de terrain au Tadjikistan, en Asie centrale. Donc on était à 4000 mètres d'altitude et on était dans un gigantesque cratère d'impact de 50 km de diamètre. Wow. Et au centre, il y avait un lac, et au centre du lac, il y avait une île. Et donc on est allé explorer cette île. On pensait être les premiers. Bon, déjà, on a débarqué sur cette île, il y avait des traces de pneus, donc c'est genre que viennent un McDo. Voilà, exactement. Et donc on a vite compris en fait que l'hiver, le lac était gelé, donc il y avait des voitures qui venaient pour chasser en fait sur l'île. Et puis donc on a passé la journée sur l'île, et puis au retour en fait on était venu avec un bateau, une embarcation à rame. Donc à l'aller, pas de souci, on avait fait nos 3 km à la rame, et puis quand on est revenu, il y avait des vagues d'1 mètre en fait. Évidemment on n'avait pas du tout prévu ça, donc on n'avait pas de bouffe, pas de quoi dormir, rien du tout. Donc on s'est fabriqué un abri de fortune avec notre bateau, collés les uns aux autres pour se réchauffer sous le bateau pendant 7 à 8 heures. Voilà, on est à 4000 mètres d'altitude, donc on commençait à se dépeler sévère. Ouais. Et à minuit 1h, on s'est dit, on peut pas passer la nuit là-bas. Donc les vagues s'étaient atténuées. On a remis l'embarcation à l'eau, et là, on s'est mis à ramer. Il y avait un ciel incroyable, il y avait l'étoile polaire. Il fallait aller vers le nord, donc on a suivi le nord, on a ramé. Il y avait même une île sur notre passage. On a pris l'embarcation, on a traversé l'île avec le bateau en le portant, on l'a remis. Tout le monde nous croyait disparu, en fait. Et les mecs étaient en train de nous chercher. On avait une lampe torche sur le front. Ils nous ont vus au loin. Et en fait, on est arrivé à 2h du matin sur la rive avec notre bateau. Et on avait un bon calva et un saucisson qui nous attendait. Et voilà. Donc c'était une belle, un beau souvenir. Ouais. Ici, c'est du Crétacé-Jurassique de la 2e époque du Quaternaire. Tu dis des choses superbes. Quand tu vois 3 cailloux, et quand on est dans l'intimité, l'inspiration tombe. Parlons du dôme de Tharsis. Donc c'est un volcan qui est pas loin d'être aussi gros que la France, donc sur Mars, sauf que Mars est 8 fois moins volumineuse que la Terre. Donc c'est vraiment énorme. Alors qu'est-ce qui se passe justement sur une planète quand une énorme verrue comme ça apparaît, aussi massive ? Alors, le dôme de Tharsis, il est même plus grand que la France, il fait 5000 km de diamètre. Donc, c'est 5 fois la France. Donc, c'est un truc, c'est bien plus gros encore que la France. Et donc, effectivement, ce volcanisme de base, en fait, c'est un volcan, c'est un énorme bombement volcanique. Donc, il y a dû avoir de l'accumulation de lave pendant plusieurs centaines de millions d'années. Et ça s'est justement formé aux tout premiers instants de l'histoire de Mars, à l'époque où il y avait de l'eau justement qui coulait. Peut-être qu'il y avait des océans. Donc voilà, on est sur une planète Mars avec une atmosphère beaucoup plus importante, de l'eau qui coule, des rivières, des lacs, des océans. Et on a ce volcanisme qui sort de terre, qui forme ce bombement gigantesque. Et en fait, il est tellement imposant qu'à un moment donné, il va faire basculer la planète Mars. Et imaginez-vous un abricot, en fait, si vous prenez la chair de l'abricot, vous le tournez par rapport au noyau, et c'est ce qui s'est passé sur Mars, en fait. Ce volcan s'est formé dans les hautes latitudes de Mars, et à un moment donné, il était tellement important qu'il a fait basculer toute la croûte et le manteau par rapport au noyau martien. Et donc ça a évidemment changé complètement la géographie martienne. Imaginez-vous si demain vous aviez un tel volcan qui est arrivé sur les États-Unis, les États-Unis se mettraient sur l'équateur, l'Islande passerait au pôle Nord, la France passerait en Islande. Donc, et tout le relief, la topographie changerait. Parce que, évidemment, on a des conséquences, effectivement, de déformation sur la planète. Et donc, en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, avant ce volcan, la planète Mars était orientée différemment, avait une autre géographie. Et après ce basculement, la planète Mars ressemblait à autre chose. Et donc, selon les processus qu'on étudie, que ce soit
soit avant ou après, il faut prendre cette géographie en compte et ça change évidemment pas mal les choses. Et tu peux nous dire comment vous avez compris ça justement on a compris ça sur 2 voies. Il y avait des collègues qui étaient plutôt géophysiciens qui se sont amusés à se dire tiens, je vais enlever le volcan et je vais voir comment est orientée la planète. Donc ils se sont dit j'enlève le volcan et puis là ils ont vu qu'effectivement la planète était orientée différemment. Et moi de mon côté j'ai étudié la distribution des rivières sur Mars et je voyais que c'était pas orienté, distribué n'importe comment. Et on s'est rendu compte que si j'orientais la planète Mars différemment, toutes ces rivières s'alignaient sur une bande tropicale, sur un tropique. Et en fait, le pôle que moi je trouvais était le même que les anciens pôles que les scientifiques ont trouvé grâce aux modélisations géophysiques. D'accord. Et donc c'est la géophysique et la morphologie grâce aux rivières qui nous ont montré qui nous ont permis de trouver les anciens pôles nord et pôle sud de la planète Mars avant le basculement. Et donc, ça nous a permis de voir que finalement, les rivières s'étaient en fait formées sur une bande tropicale à haute altitude. Et tout ça, ça a été aussi confirmé grâce à des modèles climatiques qui nous ont montré que justement, sur cette bande, on pouvait avoir des dépôts de glace qui seraient à l'origine des rivières sur Mars. Oui, parce que j'imagine que quand on découvre quelque chose comme ça, une planète qui dévie complètement son axe, il faut un peu revoir sa copie sur toutes les études géologiques qu'on a fait depuis ce temps. Disons que ça peut changer effectivement pas mal les choses. Et donc, on est au tout début, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en prenant en compte. Il faut confirmer encore ce modèle parce qu'évidemment, avec ce basculement, la topographie va changer. Donc, il y a des endroits qui étaient bas qui sont montés, des autres qui étaient hautes qui sont descendus. Et donc, tout ce contexte va changer l'environnement de la planète et donc il faut effectivement recontextualiser en fonction de ce basculement. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais ça a donné lieu à un papier dans Nature, donc déjà bravo. Et c'était en quelle année ? En 2016. Oui, voilà, donc c'est pour ça qu'il... Voilà. Et donc aujourd'hui, les missions, par exemple, quand on envoie une mission sur Mars, eh bien, on essaye de voir justement à quoi ressemblait le site, même avant le basculement, où est-ce qu'il était, puisque c'était pas la même latitude, la même altitude, etc. Donc il faut effectivement bien recontextualiser l'environnement en fait en fonction de ce basculement. Si on peut plus péter sous les étoiles sans faire tomber un martien, il va nous en arriver des pleines brouettes. On voulait parler donc d'une deuxième découverte là qui est vraiment très récente, qui vient d'être publiée il y a quelques jours. Qui a une démarche que je trouvais assez fascinante, c'est de se dire, voilà, maintenant qu'on sait à peu près ce que c'est qu'un impact de cratère, ce que c'est qu'un volcan, comment tout ça va déformer le sol d'une planète, retournons en arrière en effaçant, entre guillemets, les volcans et les cratères, en retournant en arrière à quoi devait ressembler avant le sol de Mars, et à ce moment-là, voyons ce qu'il y a. Et bien justement, qu'est-ce que tu as vu éventuellement ? En fait, c'est un peu comme une chasse au trésor, c'est-à-dire que la planète Mars, notamment les terrains de l'hémisphère sud de Mars, on pensait que c'était des terrains qui avaient la même origine, qui avaient été fortement cratérisés par les impacts, bien sûr. Et en fait, en enlevant artificiellement les bassins d'impact, oui, tout ça, c'est de la simulation, et les volcans, c'est ça. Imaginez-vous un grand terrain de sable, en fait, où on a l'impression que tout ce sable, il vient de la même chose, et on se dit, sur plusieurs mètres, on n'a que du sable. Et en fait, ce qu'on a fait, on a dépoussiéré bouché le trou, on a enlevé un peu le sable, etc. Et là, on s'est rendu compte que dans ces terrains qui semblaient homogènes, il y avait un espèce de bloc, un bloc crustal, en fait, qui avait des propriétés uniques, en fait. Alors qu'on pensait que tout était homogène dans les terrains de l'hémisphère sud, on s'est rendu compte qu'il y avait juste une toute petite zone qui avait vraiment des caractéristiques uniques. Et notamment, c'est dans cette zone-là qu'on a vu qu'il y avait, c'était là, dans ces terrains qu'on avait enregistré les anomalies magnétiques. Alors, sur Terre, par exemple, les anomalies magnétiques, elles s'enregistrent dans les roches très anciennes, notamment, où quand on refond une roche, le champ magnétique, en fait, on va l'enregistrer dans les roches et ça va nous donner un indice lorsque la roche a enregistré ce champ magnétique. Et sur Mars, comme il n'y a plus de champ magnétique actuel, ça veut dire que c'est les roches qui ont enregistré le champ magnétique très ancien de la planète. Et en fait, ça veut dire que c'est un endroit, un bout de croûte, qui a effectivement est très ancien et qui a enregistré ce champ magnétique vraiment initial.
Et tout laisse croire que ce bout de croûte ressemble un peu à nos continents, à nous terrestres en fait. Sur Terre, on a les océans qui ont plutôt du basalte, une croûte océanique, et puis les granites, la croûte continentale. Et bien dans ce morceau de croûte qu'on a découvert en fait ressemble plus un petit peu à nos continents à nous. Alors évidemment, aujourd'hui c'est le tout début de cette étude. On voit bien que c'est quelque chose qui est tout nouveau et on se demande comment on arrive à former un morceau de croûte comme ça à l'intérieur aussitôt dans l'histoire de la planète Mars. Est-ce qu'il y a eu une tectonique des plaques primitive? Est-ce qu'on a eu on a une histoire beaucoup plus complexe que ce que l'on pensait auparavant. Au début, on pensait juste que tous les terrains de l'hémisphère sud s'étaient formés à peu près en même moment. Et là, on complexifie l'histoire, on devient de plus en plus précis. Et c'est passionnant parce qu'évidemment, si on a de la croûte continentale, par exemple sur Terre, il faut beaucoup d'eau. Donc, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'eau dans l'histoire primitive de Mars? Donc, évidemment, ça apporte plus de questions que de réponses, mais ça ouvre évidemment des perspectives assez importantes pour l'étude de l'histoire primitive de Mars. Cet éventuel continent caché de Mars, c'est aussi au final se rapprocher de nous, encore une fois, et de se dire Mars était vraiment peut-être très 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 semblable à la Terre au final. C'est ça, c'est-à-dire que sur Terre, on a à un moment donné, on a formé les premiers continents, on a formé le début de la tectonique des plaques, et sur Terre, ça a continué. Et la grande question, c'est et si sur Mars, les premiers continents étaient apparus et que la tectonique des plaques avait commencé, et puis finalement tout s'est peut-être arrêté, on n'en sait rien, mais c'est vrai que c'est ça. Aujourd'hui, il faut faire preuve d'imagination, on a beaucoup de données, maintenant il va falloir comprendre l'origine de ce continent. Je suis un extraterrestre de la planète Vulcain. On voit bien que tes recherches sollicitent des connaissances dans des domaines vraiment très différents. Donc en planétologie, géophysique, météorologie, astrophysique, je n'en cite vraiment que quelques-uns. Au quotidien, toi, tu travailles avec tous ces gens-là ? J'essaye, j'aime beaucoup justement essayer de rassembler les compétences. Par exemple, dans le cas du continent caché, là, l'équipe était composée de combien? C'était à peu près. En fait, on était un petit groupe. On a créé un petit groupe où on s'est dit on veut essayer de comprendre l'histoire primitive de la croûte. Donc là, on a effectivement appelé, on a demandé à des gens qui faisaient plutôt de la surface, plutôt de la pétrologie, plutôt comprendre la géologie, la signature chimique des roches, la minéralogie, des gens qui faisaient plutôt de la géodynamique, etc., des géophysiciens. Et donc, on a mis ça sur table. On s'est dit, tiens, il y a un truc. On a tous creusé ensemble. Et puis ça a donné... Ça doit faire des conversations infinies, j'imagine. Mais c'est ça qui est chouette, en fait. C'est que cette pluridisciplinarité, il faut la porter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même en sciences, on le voit bien, c'est toujours cloisonné. Il faut, si on veut chercher des financements, il faut rentrer dans une case, etc. Alors qu'on ne peut pas, en fait. Aujourd'hui, il faut mélanger ces sciences. Il faut porter, évidemment, des projets comme ça, transverses. Et c'est comme ça qu'on va faire de la plus belle science, parce qu'on va comprendre des choses qu'on ne comprendrait pas autrement, quoi. Tout à fait. Le génie de la lampe. Si j'étais un petit génie, là tout de suite maintenant, et que je pouvais te donner un pouvoir ou une connaissance, qu'est-ce que tu choisirais ? Moi, j'adorerais pouvoir voir en direct, en accélérer l'évolution géologique d'une planète. Donc, revenir il y a 4 milliards d'années, mettre en accéléré et voir tous les trucs. Alors, pas forcément sur la planète, mais mettre un petit peu recul et là, voir l'évolution géologique de la planète. Est-ce qu'il y avait de l'eau? Est-ce qu'il y avait des continents? Comment ça a évolué? Et ça, j'aimerais vraiment juste mettre en accéléré et hop. Il n'y a pas des simus qui sont... J'imagine bien, tu sais, une vidéo YouTube où tu restes coaché sur... En fait, on peut mettre des simus... sur Terre, on a ces simulations de la tectonique des plaques où on voit l'emplacement. Mais encore une fois, pour faire une simu, il faut savoir des ce qu'on données, y met. Bien Donc, sûr, pour retracer l'histoire géologique de Mars, il va falloir déjà que le déroulement des événements soit clair avant de faire une simulation. Seulement Darty a produit une rupture du continuum espace-temps, entraînant un paradoxe temporel. Qu'est-ce qui peut pas ? Petit voyage dans le temps, dans 30 ans,
quelles pourraient être les conséquences plus ou moins fantasmées de tes recherches ? Fantasmées, j'aimerais bien que mes recherches motivent à un moment donné une mission spatiale qui se rende sur place pour vérifier quelque chose que j'aurais dit. Ça, c'est cool. Par exemple, avec le basculement de Tarsis, il y a des endroits qui aujourd'hui ont rien de particulier, mais qui sont les anciens pôles Nord et pôle Sud de Mars il y a 4 milliards d'années. Et moi, j'ai tendance à me dire que peut-être, sous ces sites-là, à quelques dizaines de mètres de profondeur, il y a peut-être encore de la glace qui a 4 milliards d'années. Ouais. Et ça serait génial. Moi, j'adorerais retourner, parce qu'on s'y est posé sur l'ancien pôle Nord, on n'a pas fait exprès, mais on s'y est posé, il y avait la mission Phoenix qui s'est posée, mais elle a gratouillé la surface, et moi, j'aimerais aller forer à 100 mètres de profondeur pour voir ce qui se passe, parce qu'à cet endroit-là, il y avait certainement une calotte polaire, il y a 4 milliards d'années, et c'est à cette époque-là qu'il y avait peut-être de la vie, etc. S'il y a de la vie à aller chercher, c'est peut-être là. Donc, il y a dans 30 ans, envoyer une mission là-bas, ça me plairait bien. Oh, mais j'adore l'abstrait. Du coup, est-ce que tu as une recommandation culturelle Moi, je recommande toujours. En fait, c'est un film qui m'a fait pas mal aller vers l'astro. Ça s'appelle L'étoffe des héros, en fait. Donc, c'est un film qui retrace les premières missions Mercury dans les années 60. Et c'est un film qui est assez incroyable parce que ça revient. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'est il y a 60 ans. Et on replonge complètement dans les premières missions. Et les mecs étaient un peu fêlés quand même pour se mettre au bout d'une fusée et partir comme ça, quoi. Avec la capacité d'une calculatrice d'aujourd'hui, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Eh ben, merci Sylvain de nous avoir reçus ici à l'Observatoire de Paris. Merci. Suivez-nous sur les réseaux Twitter et Instagram pour les coulisses de l'émission, et pour nous soutenir, partagez largement l'épisode et mettez-nous 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast. Pour aller plus loin sur le sujet du jour, checkez la description. Mais alors c'est purement géologique. Donc, de toute façon, on comprend pas généralement les blagues. C'est si ton père et un Jedi était, de la Force éthérite. Oh là là. De la Force éthérite. Alors. La Force éthérite. Donc la Force éthérite, c'est une olivine. C'est un minéral. C'est un minéral que tu retrouves dans le manteau. Voilà. Donc. C'est des vraies blagues de geek, quoi. Ouais, c'est excellent, franchement, là, tu nous fais. Monsieur et Madame Schiste ont un fils. C'est Mika Schiste. Voilà, bon, bref. Je vois que vous appréciez mon humour et l'humour de géologue. C'est exactement ce qu'on veut. C'est vraiment les trucs. Carte blanche. La carte blanche, je voulais parler juste des petits cueilleurs d'étoiles, en fait. Donc, il y a 3 ans, avec des amis chercheurs et un chercheur de météorites, on a créé une association qui s'appelle les petits cueilleurs d'étoiles. Et en fait, notre association, pour but juste tout simplement d'aller faire sourire et briller les yeux des enfants dans les hôpitaux en leur faisant découvrir les sciences de la Terre et de l'univers. Donc, on apporte des météorites, on arrive en cosmonaute. On a été surpris de voir que les enfants oubliaient un peu leur maladie pendant un instant grâce à une météorite. Voilà, une météorite, c'est en anglais un bon cosmic painkiller, un bon antibiotique. Donc je vous invite tous à découvrir l'association et à nous soutenir évidemment. On est maintenant présent dans une dizaine de villes en France. Si il n'y a pas de petits cueilleurs d'étoiles chez vous, que vous êtes motivés, pourquoi pas aussi ouvrir une antenne un peu partout en France. Donc n'hésitez pas. Rez-de-chaussée,